Aujourd'hui, aux Hyper Optiques, on parle de Star Wars en BD et de la dernière création de Vince Gilligan, Pluribus, qui est en streaming sur Apple TV. Est-ce que Pluribus va avoir autant de capital de sympathie que a été Breaking Bad ou même Better Call Saul? Ça, j'en suis pas certain parce que vraiment, cette série-là offre pas du tout la même approche dans la fiction. Parce que là, on est dans une zone plus science-fiction. C'est pas un élément étranger de la part du créateur Vince Gilligan, parce que lui a été dans ses premières jobs, a été un des scénaristes dans la série X-Files. C'est comme un retour à ses sources. Avec toute l'intelligence qu'il a, avec la créativité, où est-ce qu'il déconstruit ou joue avec le spectateur, dans le sens qu'il lui offre pas toujours tout cru dans le bec. Il offre pas non plus une manière de raconter les choses qui pourrait faire en sorte que l'auditeur, que celui qui regarde ça, devine ou reconnaît les codes, parce qu'il aime ça, déconstruire les codes. Et dans cette série-là, il se donne un peu à fond là-dessus. Peut-être même un peu trop, mais ça, moi j'aime bien. Premièrement, qu'est-ce que ça raconte Pluribus? On est dans un futur ou dans un moment de l'histoire humaine où est-ce que c'est pas si loin de nous. Il n'y a pas de technologie très avancée, il y a pas de. On ne nous situe pas dans un futur, mais il arrive un événement céleste, un événement qui va bouleverser complètement l'humanité. C'est un signal qui vient de l'espace, d'une planète précisément, qu'on apprend dans la série, mais qu'on n'apprend pas exactement qui sont les gens ou pourquoi ce signal-là a été émis vers nous. Mais ça fait en sorte que l'ensemble de l'humanité va contacter un virus parce que ce virus-là c'est le code génétique était dans ce message-là envoyé de l'espace. Et évidemment, on connaît bien ça, les humains, ils reçoivent de quoi de l'étranger, ils sont curieux, ils prennent des précautions, mais ça chie. Puis évidemment, ce virus-là était fait en sorte que ça soit pratiquement instantané quand les gens se touchent. Dans la série, ils se touchent, ils s'embrassent, en tout cas, tout contact physique. Et rapidement, la Terre entière est sous l'emprise de ce virus-là, qui fait en sorte que personne meurt. En fait, oui, beaucoup de personnes meurent parce que quand on reçoit le virus, il y a un choc. Ce choc-là fait en sorte qu'on rentre en catatonie, en tout cas, on rentre en transe. Puis, ceux qui étaient en bicycle, ceux qui roulaient en voiture, ceux qui peinturaient leur plafond, ils craquent, ils tombent à terre, ils convulsent, puis ceux qui tombent mal, ils se brisent le cou, ils meurent. Mais ceux qui sont dans un endroit safe se réveillent ensuite et toute leur individualité s'est effacée. Ils sont habités par une conscience collective qui va faire en sorte que pour l'ensemble des valeurs humaines qu'on a, l'égoïsme, la possession, vouloir atteindre à la vie des autres ou l'inconfort des autres, bref, c'est l'harmonie totale sur Terre. Sauf que il y a un petit groupe de gens qui ne sont pas affectés par ça, dont le personnage principal, joué par Carol Sturka. Non, en fait, son personnage, c'est Carol Sturka, mais c'est joué par Rhea Seehorn, qui a remporté le Golden Globe pour l'interprétation. Elle, c'est une romancière un peu blasée par sa création qui se sent médiocre.
disons que la création, l'inspiration, ça vient pas. C'est une personne très cynique qui a probablement vécu des choses traumatiques dans sa jeunesse, qui va faire en sorte que sa réaction devant le fait que non seulement elle est pas habitée par ce virus-là, mais sa réaction viscérale contre cet état-là que les autres ont et que l'humanité devient trop gentille, ça la tombe sur... Bon, premièrement, ben, ça lui fait peur, évidemment. Je pense que tout être humain serait vraiment freak out. Elle, à la longue, ça lui tombe ses nerfs, là, les personnes trop gentilles. Puis c'est pas la seule, moi aussi, des fois ça me tombe ses nerfs, vraiment les mielleux, mais ils sont pas vraiment comme ça, mais elle s'aperçoit qu'il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus de conscience qui vient des propres personnes, donc le libre choix, le libre arbitre, ça n'existe plus. Elle se demande, coudonc, les humains qui sont comme ça, qu'est-ce qui arrive dans leur vie? Qu'est-ce qui va m'arriver à moi aussi? Parce qu'elle apprend qu'il y a à peu près une dizaine de personnes qui ne sont pas affectées non plus, entrent en contact avec eux autres, vont chercher à savoir pourquoi, mais tout honnêtement, il leur dit, ben pour l'instant, on ne sait pas pourquoi vous êtes comme ça, mais soyez sans crainte, on va veiller à vous, vos moindres désirs vont être exaucés, vous ayez pas peur à votre vie. Mais le personnage principal, elle, c'est pas tout à fait ça caressant au début. Cette série-là va mettre en lumière un peu des comportements humains qui vont peut-être rejoindre le spectateur, mais qui va faire en sorte aussi de nous offrir une vision du monde que bien souvent, les bien-pensants disent que si on vivrait comme ça, tout le monde serait heureux, tout le monde serait gentil. Mais ça va sûrement jeter un regard sur notre humanité, c'est quoi? Puis notre individualité, est-ce que faut se battre pour ça? C'est une critique sociale, hein? C'est vraiment un regard cynique, un regard très humoristique, un regard lucide aussi, avec ce qui se passe ces temps-ci dans ce que je pourrais appeler la polarisation du monde, espèce de... aussi la valeur, les valeurs sociétales, l'argent, le bien-être, l'ego. J'ai comme l'impression qu'il va gratter ça un peu. En tout cas, moi, je l'espère. Puis je pense qu'il est assez talentueux et assez imaginatif pour, sans souligner au crayon gras ces choses-là, mais je pense qu'il va amener ça. Et c'est pourquoi, moi, je vous dis, jetez-vous sur cette série-là, même si elle est un peu austère à l'écoute. Austère parce que c'est lent. Tout le monde, ben pas tout le monde, mais il y a une bonne frange de génération ou de personnes qui vont dire « Ah, c'est trop lent, je suis pas capable, ben, passer une heure à écouter un truc où c'est qu'il se passe rien. » Mais non, même dans les lenteurs, même dans les scènes qui sont contemplatives ou qui font une mise en scène sobre, sans artifice, il se passe toujours quelque chose dans ces scènes-là. Il va, par exemple, à un moment donné dans la série, nous amener à une révélation qu'on peut s'attendre parce que dans les codes de science-fiction, on connaît déjà ce genre de choses-là, genre la révélation finale de la planète des singes, on s'en attendait pas, mais tu sais, elle est choc et elle fait en sorte que le personnage, autant que la situation, on se dit « Oh, wow, quelle révélation! » Ben, à un moment donné, ça l'arrive. On s'attend un peu, puis on se dit même, moi je me suis dit, bon, ça va être ça finalement, ça va pas tourner autour de ça. Et là, il fait une tournure pour aborder justement cette révélation-là que je fais,
Bravo, tu viens de déconstruire tout ça, puis tu viens de jouer avec le spectateur pour le déstabiliser. Il n'y a rien de plus jouissif dans une série d'être surpris. Oui, c'est lent. Oui, c'est très tranquille comme mise en scène, mais il y a des subtilités là-dedans qu'il faut être attentif. Il faut être attentif même au code de couleur. C'est très particulier que dans des séries télévisées, streaming ou Internet, on a un souci dans des codes de couleur où est-ce qu'habituellement les créations qu'on voit ne s'occupent pas vraiment de ça. Puis quand je dis code de couleur, c'est qu'à un moment donné, on voit très bien que le jaune et le bleu ont des places importantes dans la série. Donc, des fois, elle était bien en bleu, des fois, elle a un char en jaune, whatever. Et quand on commence à réfléchir quels seraient ces codes-là ou pourquoi qu'on retrouve ça, on peut des fois bien voir que ça a une importance. Le fait aussi que le personnage principal, Carol Stoker, c'est une auteure, donc elle est dans la création. Imaginez-vous les gens qui n'ont plus besoin de ça, ou c'est qu'elle, elle se retrouve là-dedans. Je pense aussi que ça va parler peut-être de ça dans les futures saisons, puis j'ai hâte de voir s'ils vont parler justement que l'humanité, l'humain créatif, ça a une importance, parce que peut-être dans la collectivité, et ça on le voit dans la relation qu'elle a avec un autre personnage qui va devenir une compagne importante pour elle, parce que c'est aussi une lesbienne. Ce personnage-là s'intéresse au bout à sa création. Et c'est peut-être une piste qui va être révélée dans la prochaine saison. En tout cas, moi, je pense que ce serait bien. Puis que dire de plus de cette série-là pour vous encourager à l'écouter, c'est que on est encore dans ce qu'on appelle l'environnement ou Stephen King avait le Maine, ben lui, il y a Albuquerque. Fait que, c'est le fun à regarder, c'est le fun à retrouver. Franchement, moi, je trouve que Apple TV font vraiment des bonnes séries. Je voulais vous parler à un moment donné de Fondation, qui est aussi diffusée sur Apple TV, qui est une excellente série de science-fiction pure, mais avec aussi cette série-là, Apple TV tire bien son épingle du jeu. Peut-être pas à côté avec HBO, mais ça s'enligne bien parce que avoir les choses très faciles et très pré-mâchées que Netflix nous donne, que Prime Video, Amazon en fait, nous offre aussi, qui est un petit peu plus edgy. Apple TV a sa place. Pluribus. Faites vos recherches pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ceux qui sont des malins vont peut-être leur remarquer que sur les billets américains, on peut retrouver ce mot-là. Allez voir ça. C'est vraiment une très bonne série. Alors, on va passer ensuite à un petit goodies que je vais vous parler rapidement. Les Super Optiques, c'est quoi? Ben, en fait, c'est une ouverture et un regard sur le monde geek à travers le cinéma, les films streaming, la littérature, la BD, bref, le phénomène geek. Puis, c'est bien important que sur la chaîne YouTube, ben, vous vous abonnez, vous partagez, laissez un commentaire, un pouce aussi, parce que les pouces font en sorte que mon algorithme et ma place dans tout ça va peut-être monter un peu plus. J'en fais pas souvent, je vais essayer d'en faire plus pour vraiment mettre du contenu, mais c'est bien important de partager et de faire connaître ça à vos chums et vos blondes aussi. Pour les gens qui me connaissent un peu, qui savent un peu mon background avec Philactère Cola, je viens, mes premiers amours, c'est la bande dessinée. J'en lisais beaucoup quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent et au début de ma vie d'homme. Je me suis encore investi non seulement en faire, mais en lire. Et plus tard, j'ai délaissé autant la lecture que la confection ou que la réalisation de BD. Des fois, ça me pogne. Je devrais recommencer à faire de BD, mais vous savez, c'est beaucoup d'ouvrages, de
la bande dessinée, puis aussi choisir ses histoires. Moi, j'étais tellement sur faut que j'aille un scénario qui ait de l'allure, puis mon dessin, oui, c'est important, mais je recommençais mes planches à cause que... Mais je me suis rattrapé dernièrement et je suis tombé sur quelque chose qui a été prendre aussi un élément de ma jeunesse qui m'a forgé, en fait, plus que forgé. Je pense que mon côté créatif et probablement mes choix de vie, de carrière a été influencé par ça et je vous parle de Star Wars. Et là, j'ai trouvé une série qui a commencé. Et le premier tome s'appelle Les guerres de Lucas. Et c'est une BD qui raconte la création de Star Wars à travers la vie de George Lucas. Et c'est une BD faite par Renaud Roche et Laurent Hopman. Donc, c'est des Européens, c'est des Français, qui ont sorti ça en présentant de manière très simple dans le dessin et aussi avec des codes de couleurs. Tantôt, avec Pluribus, je parlais que cet auteur-là utilisait des codes de couleurs. Ben, c'est la même chose pour l'auteur, le dessinateur qui a fait ça. Il va nous offrir vraiment des pages qui sont assez monochromiques, qui a un pacing, un découpage pour la BD super intéressant. Le trait de crayon, le trait de feutre, la schématisation, la simplification des personnages dans le rendu comique. Donc, vous voyez ici George Lucas, on le reconnaît tout de suite, mais c'est quelques traits. C'est maîtrisé, là. C'est pas du travail bâclé, même si c'est hyper gestuel, même si il y a des fois, il y a des dessins qui sont très, très, très vite faits, mais que tout est là dans la... On voit mieux ici, toutes les pages. Par exemple, ici, c'est un entretien avec l'acteur Alec Guinness qui lui dit que on a commencé à tourner, mais là, moi, je sais pas, là, je trouve que mon rôle, je me trouve pas bien là-dedans. Puis, tu sais, Alec Guinness a eu de la misère à accepter la job, le gig, mais il voyait très bien que c'est quoi ces affaires-là. Là, il était dans des chefs-d'œuvre cinématographiques. Là, puis lui, arrivé là avec un petit jeune, puis il y a à un moment donné un talk avec George Lucas que lui, il veut. Non, c'était sa tête première. Donc l'acteur le plus connu dans son film, lui est aussi celui qui fait General Tarkin. Donc on voit une scène où c'est que il y a cette discussion-là. Et bref, la BD, le premier tome, c'est toutes les anecdotes. Autant des anecdotes personnelles qui est en dehors du projet Star Wars, au début surtout. Mais c'est vraiment axé sur la production et un peu, et va jusqu'à la post-production pour ce film-là. Donc, les dialogues, évidemment, ça a été pris où? Est-ce que c'est romancé un peu? Ben, moi, je peux vous dire, pour avoir lu des biographies ou des livres sur ce réalisateur-là, que j'ai retrouvé ce que j'avais eu comme recherche et la seule place que je peux dire qui ont été freestyle, c'est le genre de dialogue que George Lucas aurait eu avec certaines personnes. Comme par exemple, peut-être les dialogues qu'il y avait avec sa femme, qui était la monteuse de Star Wars, qui a littéralement sauvé le film. S'il y a deux personnes qui ont sauvé ce film-là, à part la vision de Lucas, c'est Martha Lucas et John Williams. Si ces deux-là, bien évidemment aussi les gars des effets spéciaux, là, ils ont aussi sauvé ça, mais si ces deux-là n'avaient pas été dans ce projet-là, jamais ce film-là aurait eu autant d'impact. On a ce récit-là de l'importance de John Williams dans ce premier tome-là, qui est très, très, très le fun à lire parce que il
pas de musique qui sort de là, là. Mais comment c'est mis en page, comment que on nous fait ressentir le boom sonique qu'il y a eu dans le studio d'enregistrement quand Lucas a fait OK, je m'assois, fais-moi écouter qu'est-ce que ça donne avec l'orchestre, fais-moi écouter ça et que OK, parfait, tout le monde est là. Puis, John Williams, c'est un gars super flegmatique, super calme, doux. Puis, OK, il va. Puis, dans le dessin, dans le récit, on sent ça aussi. Et là, dans la BD, comment il met en scène ça, c'est vraiment la bonne job, du bon découpage. Le premier tome, ça se lit d'une traite. Le deuxième tome, parce qu'il y a 2 tomes de sortie de La guerre des Lucas. La deuxième tome, évidemment, c'est l'Empire contre-attaque. Quand on sort d'un projet qui a... Ben, quand on veut continuer un projet qui a eu autant d'amour du public, autant un bouleversement, non seulement cinématographique, mais qui a changé littéralement d'industrie qui était Hollywood, et que tu as George Lucas, il s'est sorti du premier film Star Wars vidé, qui a quasiment fait un choc post-traumatique dû aux difficultés qu'il y a eu en production et en post-production. On le ressent avec le fait que quand on lui suggère fortement, et même lui avait envie de continuer ça, mais à ses conditions. Avait envie de pas se tuer à l'ouvrage, et on voit dans cet album-là un peu pourquoi au début. On voit comment il s'est pris pour obtenir l'aide de personnes qui ont été... en fait, c'est son professeur de cinéma qui a été cherché pour réaliser l'Empire contre-attaque. Comment aussi, même l'association avec ces artisans, principalement ceux pour ILM, ceux pour la compagnie d'effets spéciaux que lui a monté. On voit aussi ce récit-là qui n'a pas été facile à manager pour George Lucas, parce que c'est quand même... c'est là que, avec cette période-là de l'Empire contre-attaque, est arrivé aussi... j'ai une compagnie. Cette compagnie-là, comment je vais la structurer? On voit la naissance du Skywalker Ranch, là où est-ce que finalement il a regroupé toutes les personnes talentueuses en un endroit pour la création et en dehors de l'environnement hollywoodien. Donc on nous raconte ça aussi. On nous raconte aussi le fait que ça a coûté très cher l'Empire contre-attaque, plus cher que prévu. Il a été entraîné malgré lui à souffrir de stress pour produire l'Empire contre-attaque, et ça a vraiment été un chemin de Damas. Ça a été pour lui très perturbant, la création, la production de l'Empire contre-attaque. On voit aussi dans cet album-là, ce qui est intéressant, c'est la création mythologique de l'ensemble de l'univers de Star Wars, qui avait été un peu amorcé avec ses premiers drafts, mais qui était très embryonnaire, très un peu fourre-tout. Les premiers scripts de Star Wars, le premier, c'était pas du tout ce qui est sorti dans le film, là. Puis là, quand il dit j'ai scindé ça en plusieurs épisodes, puis tout ça, oui, mais c'était pas structuré, c'était pas... il y avait pas de viande autour de l'os, il y avait quelques os un peu solide ou pas, là, mais en tout cas, avec l'Empire contre-attaque, disons qu'il y a eu une vision plus concrète de ce qu'il voulait dans l'ensemble. Donc, il y avait en tête de faire un 3e film. Puis, ce 3e film, qui va être le Retour du Jedi, l'album, va sortir probablement l'année prochaine. Je m'attends à lire un
un compte-rendu qui va peut-être montrer l'aspect malheureux de cette entreprise-là que George Lucas a fait avec Star Wars. C'est l'aspect mercantile, l'aspect aussi de non attention à l'œuvre, ou du moins, on le fait, là, mais non implication vraiment émotionnelle. Là, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti avec le Retour du Jedi. Je trouvais qu'il y avait des décisions basées sur la vente de jouets qui étaient trop flagrants et qui, à mon avis, n'a pas vraiment aidé. D'autres disent que non, au contraire. Star Wars, c'est une œuvre pour les enfants, pour les kids, pour les gens qui ont une certaine naïveté dans un récit mythologique de science-fiction. C'est pas fait pour se creuser la tête, Star Wars. Hein, fait que peut-être que ça, dans le Retour du Jedi, ça va être démontré. Mais c'est certain que ça va être démontré de manière talentueuse parce que ces gars-là ont vraiment du talent. Et je vous recommande à 110% de vous acheter ces BD-là. Il y a pas mal de pages pour un récit, mais moi, en 2 heures, j'avais tout passé à travers, mais moi, je lis les BD très, très vite. Là, puis après ça, j'ai relis une 2e fois, puis une 3e fois, pour diverses raisons. Des fois, je lis juste pour les dialogues, après ça, je lis pour les dessins, puis celui-là, je l'ai lu au moins 3 fois, là, ça fait que un peu crackpot, mon affaire, mais bon. Je fais pas ça avec les romans comme Dune, non, je lis une fois, puis ok, ça va. Fait que c'était tout pour cette présentation de libraire du Zipper Optique.